Le ministre de l'Intérieur qui appelle à combattre ceux qu'il appelle les narco-racailles. En clair, les trafiquants de drogue, les guetteurs tout simplement, les dealers et ceux qui pourrissent la vie de certains quartiers. On parle de Bruno Retailleau qui dénonce, je cite, une mexicanisation de la France, allusion à la guerre contre la drogue au Mexique qui a fait, faut rappeler aussi les proportions, plusieurs centaines de milliers de morts depuis près de 15 ans. On parle de Bruno Retailleau. Est-ce que vous soutenez son action ou pas? Est-ce qu'il vous rappelle Nicolas Sarkozy? Est-ce en bien d'ailleurs ou en mal? Vous pouvez donner votre avis sur Twitter, sur YouTube et nous appeler 0826 300 300. Tout de suite, on en débat avec nos deux invités. Hanan Mansouri, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Secrétaire général de l'Union des droites pour la République et député de l'Isère. L'Union des droites pour la République, c'est le parti d'Éric Ciotti, allié au Rassemblement national. Chloé Ridel est avec nous également. Bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole du Parti socialiste et députée européenne. D'abord, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur les termes. Il a parlé de narco-racaille. Hier, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, clairement, ça nous rappelle Nicolas Sarkozy qui était allé sur la dalle d'Argenteuil. On va vous en débarrasser de ces racailles. Est-ce que ça vous rappelle la même chose? Est-ce que c'est une bonne chose qu'il vous rappelle ces propos-là, Hanan Mansouri? Alors effectivement, ça me rappelle exactement la même chose. On a des propos qui sont forts, qui sont d'ailleurs plus ou moins les mêmes que ceux du Rassemblement national ou de l'UDR. Maintenant, espérons que ce ne soit pas seulement des propos et qu'il passera aux actes, pas comme Nicolas Sarkozy. Alors, Chloé Ridel. Moi, j'emploie pas ces mots, narco-racaille, mexicanisation de la France. Le Mexique, je le rappelle, c'est 11 000 morts par an liés au trafic de drogue. C'est toute une partie de la classe politique qui est corrompue par le trafic de drogue. C'est en une France, guerre civile. On est à une centaine d'homicides par an liés au trafic de drogue. C'est atroce, mais c'est pas le Mexique. Moi, je pense que contrairement à Bruno Retailleau, nous avons une approche globale du trafic de drogue qui n'est pas uniquement sécuritaire, mais qui est aussi sanitaire, parce que la drogue, ça génère des overdoses, ça génère des problèmes de santé mentale dans toute une partie de la population. Et j'en fais aussi une question sociale. C'est pour ça que narco-racaille, il faut dire ce qu'on entend par là derrière. Il y a des gangs, de la criminalité organisée qui généralement n'habitent pas dans les quartiers populaires, et il y a les jeunes des quartiers populaires qui sont victimes de ce trafic de drogue. C'est une question sociale, c'est-à-dire que les trafiquants, les guetteurs, on les trouve pas dans le 16e arrondissement de Paris. C'est des trafiquants qui approchent les jeunes hommes, pour la plupart très jeunes, 13-14 ans, et qui leur disent pour 3 000 € par mois, tu vas faire le guetteur. Et ces jeunes qui souvent n'ont pas d'autres perspectives, ou alors qui sont emmenés dans le cadre d'un mouvement collectif là-dedans, ils vont et ils tombent. Donc c'est une question sécuritaire bien sûr, et c'est bien que Bruno Retailleau en fasse une priorité sanitaire, mais aussi sociale. Je le précise parce qu'après tout, c'est son travail. Il n'est pas ministre de la Santé, pas plus qu'il n'est ministre des Affaires sociales. Donc le ministre de l'Intérieur aborde seulement l'aspect sécuritaire, mais parce que c'est sa mission, non? Mais il faudrait qu'il y ait une approche beaucoup plus holistique, je crois. Donc, vous voudriez que les autres ministres prêtent renfort, que le ministre de la Santé, de que le ministre de la Justice. De toute façon, c'est indispensable. Je suis absolument pas d'accord avec ce constat-là. C'est pas une question sociale. Je crois que les jeunes dans les quartiers ont absolument les mêmes outils que les autres jeunes, si on peut dire ça comme ça, pour s'en sortir, pour aller à l'école, pour pouvoir avoir un avenir qui soit correct. Effectivement, il y a des grosses sommes d'argent qui sont en jeu. Pour moi, s'il y avait une justice pénale derrière qui était suffisamment forte, ce serait dissuasif et on aurait beaucoup moins de jeunes qui rentreraient dans ce trafic-là. Vous dites que si des jeunes dans des quartiers, parce que c'est souvent dans les quartiers que le trafic de drogue... C'est bien connu, dans les quartiers, on a les mêmes opportunités que partout ailleurs en France. C'est pas possible de dire ça. On n'a pas le même accès aux services publics, on a des difficultés de transport, c'est des quartiers qui cumulent des difficultés. Moi, il y a un quartier que je connais particulièrement bien, qui est le quartier Pisevin à Nîmes, qui est un quartier qui a été détruit par le trafic de drogue. C'est un quartier qui cumule toutes les difficultés du monde. En termes d'éducation, en termes de niveau de pauvreté, en termes de problèmes d'accès aux services publics. Et du coup, le trafic de drogue s'installe. Donc, si la question du trafic de drogue est bien une question sociale et est une injustice qui frappe d'abord les quartiers populaires, ce sont les jeunes des quartiers populaires qui sont enrôlés. Les jeunes et les vieux ce sont les jeunes et les vieux des quartiers populaires qui meurent effectivement de balles perdues. Et ça c'est important. Alors vous parlez du quartier Pisevin, ça tombe bien, on le connaît très bien sur Sud Radio, on en parle très régulièrement, notamment avec Jean-Jacques Bourdin ou Patrick Roger. Quand on appelle les habitants du quartier Pisevin à Nîmes, la première chose qu'ils nous demandent, c'est pas spécialement une action sociale. D'abord, on voudrait que les policiers soient présents en permanence parce qu'on a peur qu'on
sort plus de chez nous, c'est ce qu'on nous a dit plusieurs fois, je caricature même pas. Donc concrètement, quelle réponse sécuritaire on peut avoir pour face à ce fléau? Hanan Mansouri. Déjà augmenter les effectifs de police sur place. Ensuite, la solution, elle est vraiment pénale derrière. Il y a 87% des Français qui estiment que la justice est trop laxiste, et c'est le cas. Les peines de prison pour trafic de drogue sont pas suffisamment élevées. Quand elles sont d'ailleurs ordonnées, elles sont souvent pas effectuées. Donc il faut augmenter tout ça, et aussi porter une responsabilité aussi sur les consommateurs, augmenter notamment l'amende. Avec Éric Ciotti, on propose de l'augmenter à 1 000 € afin de dissuader aussi les consommateurs qui ont une part de responsabilité. Le joint a le goût du sang, il l'a dit le ministre, c'est ce que d'autres avaient dit avant lui. Effectivement, est-ce qu'il faut pénaliser déjà les consommateurs? Chloé Ridel. Les consommateurs sont déjà pénalisés. Donc, mais il y a des amendes forfaitaires, ça existe déjà. Allez consulter les plus grands spécialistes de ce sujet, ça existe déjà. Par contre, il y a beaucoup de choses à faire. Effectivement, il faut des actes. Il y a une mission au Sénat, transpartisane, qui a fait des propositions pour lutter contre le trafic de drogue en France, et il faut les reprendre. C'est la création d'un parquet national sur le trafic de drogue, comme on avait créé un parquet national pour le terrorisme. C'était une idée notamment de l'ancien garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. C'est plus de moyens pour les renseignements. Oui. Et puis c'est une coopération judiciaire et policière européenne aussi, puisque le trafic de drogue, c'est un phénomène mondial, et c'est un phénomène en l'occurrence européen. On a beaucoup de criminalité organisée, de gangs qui agissent en France, qui sont situés dans un autre pays de l'Union européenne. Et moi qui suis députée européenne, je milite pour que la coopération judiciaire et policière, qui est au stade embryonnaire à l'échelle de l'Union européenne, grandisse. C'est-à-dire qu'on ait beaucoup plus de moyens pour créer des enquêtes véritablement transnationales, pour partager les données et les fichiers. Ça, c'est un vrai problème. On n'a pas assez de partage de données, d'enquêtes, de renseignements, tout simplement. Donc il y a beaucoup de choses à faire sur le plan sécuritaire et de la justice pénale pour lutter contre ce fléau. Il y a un autre aspect qui n'a pas été abordé cette semaine, alors qu'il y avait une visite d'État historique du président de la République et de plusieurs ministres, notamment Bruno Retailleau au Maroc. Le Maroc est un des principaux, sinon le principal fournisseur en quelque sorte de cannabis du marché de la drogue française. Est-ce qu'il faut hausser le ton? Est-ce qu'il aurait fallu davantage hausser le ton face à Mohamed VI, le roi du Maroc, pour qu'il restreigne la production sur place? Hanan Mansouri. Alors, déjà, je pense que le narcotrafic en France n'est absolument pas de la responsabilité du roi du Maroc. Ce serait ridicule de présenter les choses comme ça. Mais en tout cas, effectivement, il faut déjà que le président de la République, Emmanuel Macron, réussisse à retrouver des relations diplomatiques avec le Maroc qui soient suffisamment correctes, afin d'ensuite pouvoir déposer des demandes sur ce sujet-là. Et notamment demander d'arracher les champs de cannabis qui sont quand même d'une taille absolument conséquente dans ce pays. Chloé Ridel. Alors sur le cannabis, merci d'aborder cette question, parce que ça permet de compléter la réponse qui doit être la nôtre au trafic de drogue en France et à cet énorme problème qui nous crée plein de soucis. Il y a sur le cannabis la question de la légalisation qui doit être mise dans le débat public, puisque on la voit dans plus en plus de pays du monde, au Canada par exemple, aux États-Unis. Et au Canada concrètement, depuis 2018, la légalisation du cannabis, c'est-à-dire la maîtrise par les pouvoirs publics de la production et de la vente de cette drogue, qui est une drogue douce, contrairement à la cocaïne, qui est une drogue dure et qu'on ne va pas légaliser, concrètement a fait diminuer le marché noir de 80%. Et le trafic est complètement étouffé dans l'œuf. Donc il y a une grande partie du trafic qui meurt avec la légalisation du cannabis. Par définition, si et on c'est légalise, une politique dont il faut débattre, mais qu'on ne pourra pas évidemment appliquer à d'autres drogues comme la cocaïne, dont la consommation explose en France. Et donc là, il faut une vraie politique de prévention, notamment dans les lycées, dans les universités, qui n'existe plus, et je crois que Bruno Retailleau en a aussi parlé. Il faut qu'il y ait des campagnes de prévention, de pub dans l'espace public qui alertent sur les dangers de ces drogues. Sur les dangers de ces drogues, d'accord, mais enfin on est tous passés au collège ou au lycée. Clairement, on a tous entendu un jour et avant d'être en contact avec elle, quoi qu'on en fasse, que la drogue c'était mal ou que c'était dangereux. C'est pas ça forcément qui va pousser les adolescents à pas en consommer, Chloé Ridel. Quand même, moi je pense qu'on pourrait faire plus en la matière. Je suis absolument pas d'accord, effectivement. Parler de prévention, d'accord, pourquoi pas, on est tous passés par là aussi au collège, mais la seule chose, c'est que déjà, avoir le débat sur la légalisation ou pas du cannabis, c'est déjà minimiser la chose pour moi.
Vous êtes contre par principe la légalisation? Je suis absolument contre. Et d'ailleurs, revenons sur un exemple d'ailleurs, parce qu'on le cite souvent, mais la fin de la prohibition de l'alcool pour le coup aux États-Unis n'a pas amené la mort de la mafia. Il y en a eu après. Donc qu'est-ce qui nous fait penser que le marché noir disparaîtrait? Le marché noir du cannabis peut-être, mais après pas que la mafia sur l'alcool soit la principale mafia des États-Unis. Mais en tout cas, c'est une façon, la légalisation, de maîtriser la production et la commercialisation du produit, et ça permet effectivement de tuer dans l'œuf le trafic et de libérer les quartiers populaires de la mainmise de ce trafic. Donc c'est une proposition qui doit être étudiée. Et ça, je ne l'entends pas dans la bouche de Bruno Retailleau. Est-ce que ça ne contrevient pas, à la politique anti-tabac? Après tout, la consommation de cannabis est souvent associée à excusez-moi, la politique anti-tabac, c'est pas une politique d'interdiction du tabac. C'est une politique d'augmentation du prix du tabac. On pourrait faire la même chose avec le cannabis. Bon, Anne Mansouri. Sur un gouvernement comparable, vous parlez du Canada tout à l'heure. Au Québec, le cannabis est légalisé et il est fourni dans des espèces de centres qui ressemblent à des pharmacies. Qui sont propriété du gouvernement québécois. Et pour le coup, des études ont montré qu'au contraire, au lieu de faire baisser la consommation de cannabis, elle l'a fait augmenter. Parce que le public qui va se servir dans ces espèces de pharmacies-là est un public nouveau qui ne consommait pas à l'origine. Et les consommateurs originels continuent en fait de se fournir via des chemins qui sont illégaux. Donc je ne pense pas que ce soit une solution. Mais il faut regarder les expérimentations effectivement au Canada, aux Pays-Bas comme ça existe en Europe, aux États-Unis. Moi, vous savez, il y a 8 millions de consommateurs de cannabis en France, donc je pense qu'il faut peut-être sortir de l'hypocrisie sur cette drogue douce et pouvoir maîtriser la production dans une logique de tuer dans l'œuf le trafic, avec évidemment une politique de prévention. On n'est pas là pour inciter à la consommation, mais puisqu'on parle du trafic de drogue ce matin et qu'on voit les conséquences terribles que ça a sur les enfants des quartiers populaires, en termes de mort et de sécurité pour les gens, il faut mettre toutes les options sur la table. Bon, je précise quand même, malgré tout, vous avez parlé de drogue douce. Je maintiens que beaucoup d'addictologues contestent le terme de drogue douce. Ils le contestent même souvent pour l'alcool. Donc voilà. Et l'autre part, c'est l'alcool est la pire drogue, c'est pire que l'héroïne. Donc en termes d'addiction. Ouais, enfin peut-être, sauf que l'alcool est légal, alors même que l'héroïne ne l'est pas. Et voilà. Et je ne connais aucun héroïnomane qui va nous dire que c'est une drogue douce, quoi qu'il en soit. On rappelle que ces produits, s'ils sont interdits, c'est aussi parce qu'ils sont dangereux pour la santé. C'est la première raison pour laquelle ils sont interdits, et pas seulement pour des raisons sécuritaires. On en reparlera avec vous. C'est un débat de société. Après tout, pourquoi ne pas l'avoir? Parlons vrai sur Sud Radio. Merci à toutes les deux pour ce débat courtois sur un sujet ô combien dramatique. Chloé Ridel, je rappelle que vous êtes porte-parole du Parti socialiste et députée européenne. Anne Mansouri, députée UDR de l'Isère. Merci à vous.